Hey, bonjour à tous, c'est le professeur qui vous parle. Un peu d'apaisement pour commencer ce cours. Bienvenue, je suis en train de voir, nous sommes le mercredi 25, que vous êtes en train de me rendre les résumés. C'est très bien, je vais les corriger gentiment. Je ne sais pas encore comment je vais vous les rendre, est-ce que je vais en lire certains pour commenter, est-ce que je vais faire des notes sur chacune des feuilles et ensuite vous les transmettre. On verra. Ça me prendra quand même sans doute quelques jours, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, on va alterner d'exercices pour aller sur l'autre exercice de votre examen. C'est cette fameuse lettre argumentative. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice. Là encore, je vous demanderai de le faire et de me le rendre. Alors, comme c'est un peu plus complexe, peut-être, je ne vais pas vous demander de le faire pour jeudi prochain, mais pour mercredi d'après, juste avant les vacances. On travaille en rentrant les vacances, quoi. Comme ça, je pourrais les corriger pendant les vacances. Et une fois qu'on aura fait ces deux exercices, vous aurez tout ce qu'il faut de mon côté. Restera, on pourra encore les entraîner, et puis restera les questions générales sur le livre. N'hésitez pas à me poser des questions. Bon, l'exercice que je vous propose, il est très simple. Il faut prendre le livre à la page 228 et lire jusqu'à 231. D'ailleurs, je vais vous les lire maintenant avec vous, comme ça je peux faire une lecture commentée comme on le fait des fois. Donc c'est le chapitre « Voir, croire et réagir ». Donc lisez avec moi simplement. Néanmoins, il reste des personnes capables d'écouter, de comprendre et de croire à un article, un discours ou un récit sur l'effondrement de notre société mondialisée, voire de l'espèce humaine. Mettre un peu moins fort. Au cours de nos multiples interventions publiques et dans nos conversations privées, nous avons été confrontés à divers types de réactions des personnes qui semblaient convaincues de l'imminence d'un effondrement. Nous les avons classées et vous présentons une liste non exhaustive qui, une fois n'est pas coutume, ne sera pas basée sur des références bibliographiques mais sur une expérience totalement subjective. Puissent les futures recherches en collapsologie permettre d'apporter un peu de rigueur à cette typologie. Donc là, ils vont proposer des noms de réactions. Mais en réalité, c'est subjectif certes, mais ces noms-là, je ne sais pas si c'est dû à eux ou si c'était déjà un petit peu dans la pensée commune, ont survécu et ces mouvements-là existent et sont reconnus comme tels. Premier mouvement, les réactions savapétistes, de ça va péter, ou les savapétistes, on les appelle aussi comme ça. Donc les réactions savapétistes sont fréquentes chez les personnes qui se sentent impuissantes face à la destruction de notre monde et qui, à cause de cela, ou pour une autre raison, ont développé un certain ressentiment, voire une colère envers la société. Un effondrement bien fait. Cette société est tellement pourrie. Moi je dis vivement l'effondrement. Alors, des gens comme ça, j'en connais. Et des gens comme ça qui sont aujourd'hui heureux de ce qui se passe parce qu'ils, soit un peu de manière aigre, ou soit parce qu'ils espèrent que ça va aboutir à quelque chose de mieux, sont contents que ça pète. Ou ils espèrent que ce qui arrive en ce moment-là est en fait un sapette. Si on me devait demander mon avis, je vous dirais, moi je suis content que ça pète, mais pas trop violemment. C'est ce qui nous arrive en ce moment, c'est un effondrement de quelque chose, oui. C'est un peu ce qu'on voyait, c'est ce qu'on discutait il y a encore un mois avec vous, mais c'est un petit effondrement. Alors est-ce qu'il va gentiment être poursuivi par d'autres petits effondrements, contrôlés, et c'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver, c'est ce que j'espère. Il y a une seule chose, en tout cas, que j'espère vraiment beaucoup, c'est qu'une fois sorti de cette crise sanitaire, parce qu'on en sortira clairement, ils sont en train tellement de se bagarrer pour développer des méthodes de soins qu'ils vont trouver quelque chose, et puis la mortalité n'est pas si élevée que ça, donc la société va réussir à transitionner d'une manière ou d'une autre. J'espère juste qu'on ne va pas revenir à ce qu'il appelle dans le livre, vous connaissez cette expression, il faut que vous ayez en tête cette expression, le business as usual. Il ne faudrait pas qu'on revienne à ça. Ou même, pire, qu'au moment où l'industrie va redémarrer, où tout va redémarrer, qu'on accélère comme des gros malades pour rattraper le retard de 1 ou 2 mois qu'on a pris. Voilà, donc ça, les savapétistes,
ça existe. Je continue. Mais outre le fait que cette attitude dévoile un imaginaire de la catastrophe très sombre, nihiliste même, elle ne permet pas de savoir précisément si la personne imagine aussi sa propre mort, ou si elle se voit parmi les survivants contemplant le déclin de la cité du haut de la colline qui la surplombe, en savourant une vengeance bien méritée. Inutile de préciser que cette attitude est relativement toxique pour l'organisation politique et sociale en temps de catastrophe. Très bonne question. En général, je pense que les salvapétistes ne pensent pas qu'ils vont y passer. Ils se disent qu'ils se contenteront de la société qui en jaillira. Mais effectivement, l'attitude salvapétiste, quoi qu'il arrive, est mauvaise dans une société en crise parce qu'elle la tire encore plus vers le bas. Mais bon, cela étant dit, on peut être salvapétiste et on peut en être content. On peut aussi être un salvapétiste comme moi, je vous dis, qui espère que ça pète un peu, mais pas trop, et qu'on puisse un peu déconstruire. Donc on peut nuancer le propos. Ensuite, il y a des réactions aquabonistes, ceux qui se posent la question du à quoi bon. Eh bien, ceux-là sont extrêmement fréquents. Car puisque c'est la fin de tout, alors pourquoi continuer à se tuer à la tâche ? Intéressant. Foutu pour foutu, profitons de ce qui nous reste. C'est l'idée de la course en avant. C'est-à-dire que, de toute façon, on n'y peut rien. La société est pourrie. Allons-y, quoi. Profitons-en. On va pas, nous, se restreindre alors que tout le monde fait le contraire. On fonce, on profite, puis on verra bien. Mais attention, dans ce genre de réaction, on peut distinguer deux tendances qui jouent sur l'ambiguïté du mot profiter. Effectivement. Il y a le sympathique mais égoïste épicurien tendance Rabelais qui finirait bien le reste de sa vie au bistrot en riant et en savourant les derniers plaisirs de la vie. Donc égoïste, mais bon, sympa, tout ce qu'il veut c'est prendre du plaisir. Et puis il y a, entre guillemets, l'enfoiré. Celui pour qui profiter se conjugue au détriment des autres. On brûle un maximum d'essence, on consomme, on saccage une dernière fois avant de partir. Suivez mon regard. On va dire que cette réaction-là fait plutôt partie d'une certaine classe. C'est pas la classe pauvre, c'est souvent pas la classe moyenne. À méditer. Et enfin, il y a les survivalistes ou preppers, chacun sa merde, sont de plus en plus nombreux dans ce monde. Personne n'a échappé à un reportage ou un documentaire sur ces individus qui se barricadent, s'enferment, s'enterrent dans les bunkers et stockent des quantités impressionnantes d'armes et de produits de première nécessité. Imaginez bien le scénario, ça c'est un scénario catastrophe. Explosion nucléaire, virus hyper mortel, dérèglement du temps qui fait que toute la végétation meurt, etc. Donc là on est dans ce scénario-là. Par rapport à ça, ce que nous vivons, c'est très léger. Pourtant, vous l'avez tous vu, le réflexe survivaliste, d'ailleurs on en avait parlé du survivalisme, le réflexe survivaliste, ça a été de dévaliser les magasins. Dans un moment où en aucun cas, aucun magasin n'avait des problèmes à être réapprovisionné. Rappelez-vous du scénario des magasins qui ne sont plus qui ne sont plus livrés. Je ne vais pas retourner à la vidéo, désolé si je fais des erreurs, c'est un peu du live retransmis. Le réflexe survivaliste là on l'a vu, est ancré en nous de manière violente. C'est comme ça, les gens, face au danger, essaient de s'en protéger le plus possible. Et à ce moment-là, ils pensent vraiment à eux. Donc je continue, quand ils n'apprennent pas le tir à l'arc à leurs enfants, ils s'entraînent à reconnaître les plantes sauvages comestibles ou à s'informer sur la technique de la purification d'eau. Ils se préparent à la violence en croyant que les autres, les voisins, les envahisseurs, réagiront comme eux le feraient, probablement violemment. L'imaginaire qui sous-tend cette posture est nourri par les films comme Mad Max ou les films de zombies, et une croyance que l'être humain est profondément mauvais. Tout seul on va plus vite pourrait être leur devise. Ça c'est très vrai chez les survivalistes américains notamment, mais qui ont déjà ancré en eux, il faut le dire, cette idée qu'ils arrivent à se protéger tout seuls. La loi sur les armes, etc. Ils sont armés et ils sont responsables de leur foyer et ils veulent le protéger. Ensuite, il y en a encore deux, il y a les transitionneurs, on est tous dans le même bateau, sont quant à eux bien souvent non violents, probablement qu'ils se croient incapables de l'être, et ont un esprit collectiviste. Ils appellent une transition à grande échelle, car pour eux, la vie n'a plus de sens si le reste du monde s'effondre.
Ouais, effectivement. Alors plutôt que repli sur soi, il pratique l'ouverture et l'inclusion, convaincu que l'avenir se trouve plus dans les éco-villages et les réseaux d'entraide entre initiatives et de transition. Ensemble, on va plus loin pour être leur devise, et là encore, heureusement, hein, aujourd'hui, actuellement, on voit des gens à l'échelle du coronavirus, évidemment, qui sont quelque part des transitionneurs. Tous ceux qui proposent d'aider ceux qui sont en danger pour aller faire leurs courses, pour remplacer au boulot, etc. Ceux-là, ils sont évidemment dans leur démarche, leur esprit, c'est qu'on va vers un retour à la normale, ou une certaine normalité, et qu'il faut y aller doucement, donc transitionner. Ils sont très opposés aux savapétistes. Enfin, il y a les collapsologues, se découvrent une passion pour ce sujet dont personne ne parle et qui donne un sens à leur vie. Étudier, partager, écrire, communiquer et comprendre devient progressivement une activité chronophage que l'on peut estimer la fréquence et la longueur des livres publiés, ou des articles et commentaires postés sur les blogs et les sites consacrés à la question. Curieusement, ces geeks du collapse, dont les plus célèbres sont surnommés les collapsniks, dans les milieux anglophones, sont souvent des ingénieurs et des hommes. C'est d'ailleurs, à en croire un vétéran, un facteur fréquent de rupture chez les couples, puisque lorsque la femme ne voit dans l'effondrement qu'un sujet de conversation parmi d'autres, et qu'elle demande à son mari de ne pas aborder ce sujet en famille ou devant ses copines, le mari, lui, commence à préparer le bunker ou à participer à des réunions interminables de transition. Cliché mis à part, le clivage homme-femme se constate très bien dans le public profane, les hommes ayant bien plus tendance à débattre de chiffres, de faits et de techniques, par exemple autour de l'énergie, que les femmes qui abordent plus facilement les aspects émotionnels et spirituels de la question, en tout cas publiquement. Là encore, c'est très intéressant sociologiquement parlant, cet avis sur la rivalité homme-femme, ou rivalité non, mais la différence homme-femme. Vous verrez, là je vous le prédis, je mets même ma main à couper, que la mode de la collapsologie va exploser, et déjà en train de le faire. Tout le monde, après cet épisode, va s'y intéresser. Je pense que ce livre-là, d'ailleurs, va être lu, relu, réétudié, et d'autres. Et que c'est là notre chance. C'est que les gens s'interrogent et comprennent un peu les enjeux. C'est en tout cas le défi du futur. Je finis le paragraphe. Dans le monde réel, qui est toujours bien plus complexe, certaines personnes peuvent sentir une appartenance à plusieurs catégories, évidemment. Par exemple, en tant que collapsologue, il est difficile de ne pas s'engager dans des actions d'anticipation, voire comme quelques-uns, souhaiter qu'un effondrement arrive rapidement pour éviter des trop grandes conséquences climatiques. Voir à la fin de ce chapitre. Se former à la récolte des plantes sauvages comestibles tout en ayant la conviction que la coopération est la seule porte de sortie possible. Bon, je vais vous demander un petit jeu et un exercice qui va avec. Vous allez choisir un camp. Soit vous allez jouer un camp, hein, c'est pas important, soit vraiment vous choisissez le camp auquel vous croyez, entre les aquamontistes, les savapétistes, les survivalistes, les transitionneurs. Les collapsologues, c'est un peu plus compliqué parce que vous n'êtes pas, à moins que tout coup vous soyez admiratif des études faites sur la collapsologie et que là c'est votre nouvelle passion d'étudier la collapsologie. Mais bon, bref, choisissez un des camps comme vous voulez. Et vous allez devoir écrire une lettre que vous adressez à l'auteur du livre, à Pablo Servigne. Donc c'est une lettre, bon c'est pas une lettre de réclamation, mais c'est une lettre de quelqu'un qui a lu le livre et qui aimerait dire à l'auteur que la meilleure façon de penser, c'est le camp dans lequel il est. Donc exemple, si vous avez choisi survivaliste, vous allez écrire à l'auteur que vous avez bien aimé son livre, ou pas, hein, comme vous voulez, mais que vous aimeriez quand même lui dire un message très clair, c'est que tout ce qu'il dit c'est bien sympathique, mais l'important c'est d'être survivaliste, et pourquoi. Et donc une petite argumentation. Voilà la lettre que j'aimerais que vous écriviez. Ah, mais avec des jolis, avec, comment dire, le vocabulaire il est censé être comme une lettre commerciale, hein. Pas de vulgarité, pas de tutoiement, rien. Comme une lettre commerciale. On pourrait imaginer que l'auteur a proposé de lire des lettres de ses lecteurs et puis il propose de les publier donc en vue d'une publication. Vous voyez, il faut être sérieux et avoir un vocabulaire adapté. Donc vous lui écrivez et vous expliquez pourquoi c'est ce camp-là qui a raison et pourquoi il faudrait le mettre en avant, ce camp. Voilà.
essayez, là vous avez le droit d'être un peu originaux, et surtout, et c'est pour ça que je vous demande de faire ça, hein, et que je vous laisse du temps, essayez vraiment de vous baser un peu sur tous les arguments qui ont été avancés, et puis de prendre ceux qui vous intéressent, ceux que vous trouvez forts, et ça, de les mettre dans la lettre. Et en même temps, essayez de soigner l'écriture et tout ça. Ce qu'on va faire, c'est que je mettrai une note sur cette lettre, une note indicative, pour voir où vous en êtes. C'est-à-dire que je compterai la langue, je compterai le contenu, je compterai la structure, etc. C'est un exercice que je pourrais corriger, c'est intéressant. Mais c'est aussi une note pour que vous sachiez où vous en êtes en ce moment. Puis on pourrait toujours refaire d'autres exercices après. Voilà. Courage à vous. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, désolé. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.